Bon, ben bonjour tout le monde. Mathieu, est-ce que tu es pas mal prêt? Super. Et quand je dis qu'on commence à l'heure, on commence à l'heure. Ben bonjour, bienvenue tout le monde. Je suis super contente, entre autres, de voir qu'il y a plusieurs personnes de la région. Je suis contente de voir tout le monde là, mais je suis particulièrement contente de voir qu'il y a des gens de la région Ouest, plusieurs qui sont là. Je m'en vais vous rencontrer la semaine prochaine. Ce sera une première initiation à ma douce voix. Puis il y a quelques personnes il y a plusieurs personnes que je connais pas aussi. On a quelqu'un des maîtres à Québec, Pat Cochon. Thierry, je sais pas d'où tu viens par exemple, mais je suis même pas certaine qu'on s'est déjà rencontrés. Christina, qui avec qui j'ai justement eu déjà beaucoup de discussion sur le développement du savoir-faire physique. Ça va être sans doute un bel ajout à notre rencontre. Si jamais pendant que Mathieu ou moi on est en train de parler, vous avez une question, vous avez un commentaire, je vous invite à utiliser le petit endroit pour la conversation, pour poser vos questions, pour faire vos commentaires, puis tout le monde peut répondre. Puis si vous avez des questions, vous voulez nous parler, faites juste utiliser le petit outil lever la main. Vous allez voir en haut de votre écran, là, juste à côté du micro, il y a un petit bonhomme qui a la main levée. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous allez voir, vous pouvez choisir toutes sortes de signes. Dont, entre autres, lever la main. J'aimerais ça que vous l'essayiez, tout le monde, pour voir si vous avez compris et si ça fonctionne. Donc, on lève la main. Excellent, ça a l'air à fonctionner pour pas mal tout le monde. Il y a toutes sortes d'autres options. Vous pourrez, comme je dis toujours, m'applaudir ou applaudir Mathieu quand vous allez trouver qu'on dit vraiment des belles choses ou nous demander de parler plus fort, moins fort, de ralentir. Vous pouvez rire quand on fait des jokes plates. Et puis on vous demandera peut-être d'utiliser les boutons une fois de temps en temps pour répondre à certaines de nos questions. Alors voilà, tout le monde a pas mal compris comment ça fonctionne. Tout le monde a ses micros sur silence, c'est merveilleux. Ça va nous aider beaucoup parce que quand tout le monde a les micros ouverts en même temps, ça crée beaucoup de feedback. Donc on préfère les laisser fermés quand les gens parlent pas. Puis quand vous levez la main, on va vous donner la parole chacun votre tour. Puis vous pourrez activer vos micros. Oubliez pas de les activer par exemple pour parler. Ouais, donc je pense que ça fait le tour. Je vous présente Mathieu Bergevin. Pour ceux qui le connaissent pas, Mathieu est entraîneur au club de Gadebois, qui est situé à Montréal. La raison pour laquelle
une des raisons pour laquelle Mathieu donne cet atelier-là avec moi aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu vraiment beaucoup de conversations avec lui sur ce qu'il pouvait faire avec ses patineurs pour développer leur savoir-faire physique. Puis j'ai trouvé que souvent, c'est les présentations qu'on fait à la soirée des entraîneurs, ça dure juste 1 heure, donc c'est assez difficile de rendre ça super interactif. Puis des fois, ça devient un peu théorique. Puis je pensais que Mathieu pouvait apporter des beaux exemples là, pratiques de ce qu'on peut faire avec les patineurs concrètement. Donc, il vous présentera des vidéos puis des exemples tantôt là, de petites et grandes choses qu'on peut faire avec les patineurs pour développer le savoir-faire physique. C'est moi qui en fait, Mathieu va prendre la parole dans les prochaines minutes, mais je vais prendre le relais assez rapidement ensuite pour qu'on se mette tout le monde à peu près au même niveau concernant le développement de savoir-faire physique, puis plus particulièrement, vous allez voir sur une de ces composantes qui est super importante à développer. Donc, je vais faire un peu plus de présentation théorique, puis Mathieu va être plus responsable de la partie concrète de ce qu'on va faire avec les patineurs. Alors Mathieu, si tu veux bien, tu peux commencer. D'accord. D'abord, bonjour tout le monde. Merci Marie-Pierre. En fait, l'atelier aujourd'hui, c'est un petit peu une suite là. De plusieurs années, on parle beaucoup du delta. Dans le delta, on parle énormément qu'il faut travailler le savoir-faire physique chez les patineurs, chez les athlètes. Par contre, on n'a jamais vraiment pris le temps d'expliquer c'est quoi exactement ou comment le faire. C'est un petit peu ça le but de la présentation aujourd'hui. Fait que simplement, on va commencer par c'est quoi concrètement le savoir-faire physique. En fait, c'est le développement des fondements du mouvement, des déterminants de la condition motrice et des habiletés sportives de base qui permettent à l'enfant de bouger avec confiance et de faire preuve de maîtrise dans toutes sortes d'activités physiques, sportives et rythmiques. Il s'agit aussi de la capacité de prendre de l'information de l'environnement immédiat et d'y réagir de façon appropriée. Ça, c'est une belle grosse définition, mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est tout simplement le fondement de tous les mouvements que quelqu'un va faire dans sa vie, que ce soit dans le sport ou même dans sa vie de tous les jours ou professionnelle. C'est aussi ce qui va lui permettre d'avoir une bonne adaptation à tout nouveau geste moteur. Puis cette adaptation-là va arriver beaucoup plus rapidement si la personne a un savoir-faire physique qui est bien développé. Fait que ça, c'est pas mal la base pour la définition. Je vais te laisser Marie-Pierre continuer la suite. Yes, merci. Donc Mathieu a super bien décrit en fait ce que c'est le savoir-faire physique. Puis développer le savoir-faire physique, en fait, on demande ça à travers le pays à énormément de gens. Les éducateurs physiques au Québec sont responsables, ont une grande partie de la responsabilité du développement du savoir-faire physique chez les jeunes. On est chanceux au Québec, on a des éducateurs physiques qui sont des professionnels qui sont payés pour faire ça, puis qui vont développer une bonne partie de ce savoir physique-là, de ce savoir-faire physique-là, pardon. Mais il y a des choses qu'on peut faire comme entraîneur dans chacun des sports. Nous, on parle du patinage de vitesse, mais les gens de tous les autres sports vont aussi travailler le savoir-faire physique avec les jeunes de différentes façons. En gros, ce que ça veut dire développer le savoir-faire physique, ça veut dire développer 4 choses. Ça veut dire développer la psychomotricité, développer les mouvements fondamentaux, les habiletés motrices de base et les habiletés motrices spécifiques. Je vais commencer par la fin. Les habiletés motrices spécifiques, c'est vraiment les habiletés motrices là qu'on va travailler dans chacun de nos sports. Donc, les habiletés motrices spécifiques au patinage de vitesse, les habiletés motrices spécifiques au ski alpin, au ski de fond. Je suis dans les sports d'hiver, la natation, au plongeon. Donc, c'est vraiment spécifique à certains sports. Puis, évidemment, il y a des habiletés qui sont de plus en plus spécifiques, dépendamment du niveau auquel on va se rendre dans notre sport. Les habiletés motrices de base, ce sont des habiletés qui sont aussi des habiletés liées à l'activité physique puis au sport, mais elles sont plus, disons, transférables que les habiletés motrices spécifiques. Si on apprend des habiletés liées au patinage de vitesse, il va falloir chercher quand même assez loin pour pouvoir mettre en œuvre les mêmes habiletés en natation. Par contre, quand on travaille les habiletés motrices de base, là,
c'est plus facile de faire des transferts. On parle par exemple de lancer des ballons, de botter des ballons, de frapper des objets avec de frapper un objet avec un autre objet. Donc ça, c'est des habiletés. Bon, frapper un objet avec un autre objet, on peut penser au baseball, on peut penser au hockey, on peut penser j'ai plutôt d'idées, là, mais on peut penser à beaucoup de choses. Donc, c'est quand même des habiletés sportives. Et je vous dirais, tantôt, je parlais des éducateurs physiques. Ils ont vraiment un très grand rôle à jouer pour le développement de ces habiletés-là auprès des jeunes. Et ils le font généralement assez bien. Les mouvements fondamentaux, c'est un petit peu plus complexe. En fait, ce sont des mouvements qui se développent relativement seul. Je dis relativement parce que à un certain moment, les jeunes vont avoir besoin d'aide pour mieux développer certains mouvements. Je prends l'exemple de la marche ou de la course. Il y a personne qui a besoin de suivre un cours pour apprendre à marcher, à courir, à gripper, à grimper, à sauter à pieds joints. Il y a personne donc qui a besoin de suivre des cours là-dessus. C'est des mouvements qui se développent tout seuls à partir d'un très très jeune âge. Les bébés, quand ils commencent à agripper là, les doigts de leurs parents, ben ça c'est un premier pas vers l'agripper, l'attraper. Donc ça se développe tout seul. Un des problèmes qu'on a actuellement dans le milieu sportif, c'est que justement, comme ils se développent tout seuls, on leur accorde assez peu d'importance, ce qui fait qu'on se retrouve en sport avec des jeunes qui savent courir, mais qui savent pas courir adéquatement, qui savent sauter à pieds joints, qui savent sauter, puis quand on leur demande de faire un test de saut en hauteur, ben ils vont projeter les bras vers l'arrière plutôt que de les projeter vers l'avant. Pourquoi? Parce que bon, le mouvement fondamental s'est développé, le jeune il a appris à sauter, mais il n'y a personne qui l'a aidé à développer ce mouvement-là pour qu'il soit à un niveau efficace. Donc ça, c'est les principaux mouvements, je vous dirais, qui sont assez facilement classifiables et observables. Et à la base de tous ces mouvements-là, il y a ce qu'on appelle les composantes de la psychomotricité. La psychomotricité, ça commence à se développer très très tôt dans la vie d'un enfant, je dirais même d'un vieux bébé. Là, vous pourriez mettre un petit bonhomme sourire, c'était plutôt drôle. Et contrairement à ce qu'on pense, elles vont pouvoir s'améliorer pendant toute la vie. Et elles vont avoir un impact super important sur le développement des mouvements fondamentaux puis sur l'apprentissage des habiletés motrices de base et spécifiques. Si on pense, par exemple, je vous donne un indice d'une composante de la psychomotricité, je suis sûre que vous vous en doutez. Si on pense, par exemple, à l'équilibre, qui est une composante de la psychomotricité, ben, une personne qui fait du ski alpin va avoir besoin d'énormément d'équilibre quand elle va apprendre d'abord son ski les premières fois. En tout cas, moi, les premières fois que j'en ai fait, j'en ai eu besoin et j'en ai encore besoin. Je le sens vraiment que ça travaille mon équilibre. Mais les athlètes de très haut niveau, quand ils travaillent à s'améliorer puis à essayer de gagner des médailles, ben ils continuent de travailler de façon très très intense sur leur équilibre. Ils vont le travailler de façon plus complexe en faisant toutes sortes de positions et de mouvements sur, par exemple, des ballons suisses, se tenir debout sur une jambe, faire des squats avec des poids, il y a toutes sortes de choses, mais tout ça, c'est pour continuer de développer une composante de la psychomotricité qui a commencé à se développer alors que la personne était toute bébé. Donc, je vais passer les prochaines minutes à vous expliquer quelles sont les composantes de la psychomotricité parce que c'est celles-là, en fait, qui ont probablement le plus besoin d'être travaillées puis bien comprises pour qu'on développe bien le savoir-faire physique. Je pense qu'ici, si on pense aux habiletés motrices spécifiques puis aux habiletés, en tout cas spécifiques, ça c'est sûr, vous êtes déjà mieux placé que moi pour savoir comment faire pour développer ces habiletés-là chez les patineurs de vitesse. Les habiletés motrices de base, je suis pas mal certaine que vous en avez une bonne idée. Puis les mouvements fondamentaux,
on pourrait passer un certain temps là-dessus, peut-être pour développer un peu plus de précision dans votre compréhension, mais quand même, je pense que vous avez assez bien saisi ce que c'est. Les composantes de la psychomotricité, c'est plus compliqué. En gros, ça c'est peut-être important. Qu'est-ce que c'est la psychomotricité? En fait, si vous lisez le mot, on parle de psycho et de motricité. Donc c'est à la fois quelque chose qui se passe dans le cerveau et quelque chose qui se passe dans les gestes. Et ça c'est important de le comprendre. Je ne me rappelle plus c'est quoi le mot qu'il faut utiliser quand on veut parler quand on veut comprendre les mots, là, mais c'est important de bien saisir parce que en appelant ça psychomotricité, ce que ça peut nous permettre de se souvenir, c'est qu'en fait, le développement de la psychomotricité va aller de pair avec le développement psychologique, ou je dirais peut-être plutôt cognitif des jeunes, et le développement de leur motricité. Et ces deux développements-là se font de façon très, très importante alors que les enfants sont en bas âge. Donc, à partir du moment où ils sont bébés, jusqu'à à peu près 11-12 ans, là, c'est vraiment une période clé pour développer cette connaissance-là de soi, de son corps, puis pour comprendre quelle relation peut avoir son corps avec l'environnement. Donc, en termes de composantes, ça, c'est ma classification. Je vous dirais, vous pourriez en retrouver plusieurs. Là, il y a toutes sortes de noms puis de façons de les classer. Mais en général, la psychomotricité, ça inclut tout ce que vous voyez là. Les principaux éléments sont à caractère gras. On parle du schéma corporel, la coordination, de l'équilibre, de l'organisation spatiale et de l'organisation temporelle. Dans le schéma corporel, il y a énormément d'éléments. Je vais les regarder avec vous assez rapidement. Je veux pas que ça devienne, trop trop plate parce que c'est beaucoup de définitions, mais je vais essayer quand même de vous expliquer tout ce que ça peut signifier. Donc, le schéma corporel, c'est vraiment, ça fait référence à la connaissance qu'a une personne de son corps, puis de sa place dans l'espace, dans l'environnement. Donc, c'est vraiment la personne avec son corps. Sans relation avec d'autres personnes ou avec son environnement. Ça implique du tonus, la latéralité, l'inhibition, la relaxation, dissociation, respiration et sensibilité. Normalement, dans les définitions qu'on a du schéma corporel, la coordination, elle est placée dans le schéma corporel. J'ai décidé personnellement de la sortir de là parce qu'elle est, à mon avis, trop importante et elle englobe aussi beaucoup des éléments qui sont à l'intérieur du schéma corporel. Vous allez voir pourquoi tantôt, mais je tenais juste à vous le préciser en fait là pour que vous le sachiez. Si jamais quelqu'un vous dit non, la coordination ça fait partie du schéma corporel, vous direz oui, je le sais, mais Marie-Pierre elle aimait mieux d'autres façons. OK. Le tonus. Qu'est-ce que c'est? En fait, je pense que ça, c'est relativement simple. C'est tout ce qui fait référence à la posture d'une personne, donc la capacité à se maintenir dans une position assise, la capacité à se maintenir dans une position debout. Et quand on lit la définition, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en fait, dans le tonus, puis ça, c'est important de le comprendre parce que ça nous fait voir que ça se travaille. Le tonus, c'est un ensemble de contractions musculaires. Pour avoir un bon tonus, pour avoir une bonne posture, il faut mettre en jeu son système musculaire. Il faut faire des contractions, il faut relaxer certaines parties de son corps aussi. Et des fois, pour maintenir certaines postures un peu particulières, ça demande un effort important qui s'apprend et sur lequel il faut travailler. Je pense que vous savez assez facilement de quoi je parle si on pense à la position de base qu'on peut avoir en patinage de vitesse. La latéralité, c'est quand la personne développe une préférence pour l'utilisation d'un côté de son corps, donc les gauchers, les droitiers.
Ça se développe aussi très tôt quand les enfants grandissent. Et ça change pas vraiment. En fait, ça s'entraîne pas vraiment si on compare au tonus. Dans l'ancien temps, comme ma mère aimerait pas m'entendre dire, on essayait d'entraîner les gauchers à devenir droitiers. Et ça fonctionnait pas du tout. Ça a créé des problèmes, même au niveau scolaire, chez certains enfants. Donc ça se change pas vraiment. Mais c'est quand même une composante de la psychomotricité qui va avoir un impact sur l'utilisation qu'une personne va faire de son corps. L'inhibition. Ça, c'est très drôle. C'est la capacité d'une personne à s'arrêter, à freiner, à arrêter un mouvement. Puis ça non plus, comme la latéralité, ça se développe pas beaucoup. Ça atteint son maximum vers 6 ans. Et ceux qui sont déjà allés dans une classe de maternelle en éducation physique ou qui ont déjà travaillé avec des très jeunes enfants dans les écoles de patin, par exemple, ben vous avez probablement déjà vu quelque chose qui était en lien avec une inhibition qui n'est pas encore développée chez les jeunes. Les enfants, là, en maternelle, tu les places tous ensemble dans le milieu du gymnase, puis là, tu joues à la tag. Et là c'est d'essayer de trouver combien de jeunes vont se rentrer dedans en 5 minutes. C'est incroyable. Et la raison pour laquelle ils se rentrent dedans, c'est pas parce qu'ils veulent jouer ou parce qu'ils veulent être tannants, c'est parce qu'ils sont pas capables d'anticiper le mouvement où ils vont devoir freiner, où ils vont devoir s'arrêter. C'est très important cette habileté-là dans des sports comme la gymnastique, comme le plongeon aussi, où on se retrouve dans des positions où on doit faire des acrobaties, puis on doit être capable de freiner un mouvement alors qu'on est en rotation. Souvent, on ne voit pas. Ça demande une capacité d'anticipation très importante. Et c'est très important que ce soit bien développé. La relaxation, ça je pense que j'ai pas besoin d'expliquer très longtemps, mais peut-être un élément qui est intéressant à souligner, c'est que plus une personne est capable de relaxer ses muscles, meilleure va être son efficacité sur le plan technique. Si on pense juste à une flexion au niveau de la jambe, pour faire une flexion, ben on parle souvent de muscles agonistes et antagonistes. Ben il y a des muscles qui doivent se contracter, puis il y en a d'autres qui doivent apprendre à relaxer. Et c'est pas toujours facile. Si on pense en natation, par exemple, la relaxation est super importante. Si un nageur, et on le voit vraiment beaucoup chez les gens qui apprennent à nager, quand les gens sont nerveux, ils vont entrer dans l'eau, puis ils vont caler très très rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas capables de relaxer assez pour faire les bonnes contractions musculaires. La dissociation, ça c'est super important, particulièrement pour le développement de la coordination. Il y a de la coordination qu'on dit simple, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste isoler un groupe musculaire en laissant tout le reste du corps sans bouger. L'exemple de faire un clin d'œil est vraiment très bon. Je suis sûre que vous savez qu'il y a des enfants qui ont de la difficulté longtemps à faire des clins d'œil. Ça demande beaucoup de dissociation. Puis la dissociation double, ben celle-là, on s'en sert énormément en patinage de vitesse et elle va permettre en fait de faire de coordonner tous les gestes parce que la dissociation nous permet de faire différents mouvements en même temps avec différentes parties de notre corps. La respiration, ça aussi en natation la natation, c'est un bon exemple où c'est très important. En gymnastique aussi, c'est un sport où c'est très important et où il faut vraiment apprendre à respirer. Probablement en plongeon, ce serait la même chose. Si vous pensez aux gymnastes, par exemple, avec la posture qu'elles doivent prendre pour être toujours très, très droite, ça demande une contraction au niveau des muscles là, du thorax qui est assez importante. Puis ils doivent maintenir cette contraction-là longtemps. Donc, ils doivent apprendre à respirer tout en maintenant cette contraction-là. Puis pour respirer, ben il faut relaxer. Donc, c'est quelque chose
et oui, qu'on apprend à bien faire. On vous dit, ben c'est naturel, tout le monde respire, oui, mais dans le milieu sportif, si on veut éventuellement réussir à faire des mouvements de façon efficace, dans la plupart des sports, il faut apprendre à à contrôler sa respiration, puis à l'adapter, puis à respirer au bon moment, puis avec la bonne partie de son corps. La sensibilité, elle permet de percevoir ce qui se passe autour de nous. Elle permet d'anticiper des choses qu'on voit pas nécessairement. Les exemples qu'il y a là sont très bons. Reconnaître par exemple des formes qu'on va faire dans le dos, se retrouver les yeux fermés dans un environnement, ça demande une sensibilité qui est assez importante. Si on pense par exemple à patineur de vitesse, quand il se retrouve en peloton, ben ça demande énormément de sensibilité de pouvoir savoir où sont les adversaires, puis même être capable idéalement d'anticiper ce qu'ils vont faire en fonction de l'endroit où ils sont positionnés. Donc ça, c'était les principales composantes du schéma corporel. Au niveau de la coordination, de l'équilibre et de l'organisation temporelle, je pense que c'est quand même les plus connus. Donc je vais passer assez rapidement, mais je trouve ça quand même important d'y revenir. L'équilibre, c'est en fait la capacité à faire des ajustements corporels. À faire des ajustements corporels. Je le répète parce que, en fait, j'ai souvent eu l'impression qu'on pense que pour se maintenir en équilibre, il s'agit de se tenir droit puis pas bouger. Mais non, pour pas bouger, il faut faire des actions, il faut réussir à contracter les bons muscles de notre corps pour pouvoir se retrouver dans une position stable. Et si vous pensez, je suis une ancienne gymnaste, hein, donc ce soir-là, j'ai vraiment beaucoup d'exemples qui me sortent de gymnastique. Mais juste sur une poutre, par exemple, pour se maintenir en équilibre, il y a les muscles d'à peu près tout le corps, les orteils qui vont travailler autant que les muscles du tronc, puis les quadriceps. Donc, en termes d'indicateurs de réussite, c'est tout simplement si un jeune est capable de faire ses mouvements de façon stable, ben c'est qu'il a un bon équilibre. Et vous savez que, évidemment, c'est très contextuel. On peut avoir un bon équilibre dans certaines positions, puis un moins bon équilibre dans d'autres positions. Pourquoi? Parce que ça s'apprend de savoir quels ajustements corporels il faut faire à quel moment. Et ça, c'est une composante super importante en patinage de vitesse. Et souvent, je me suis souvent fait dire par des gens de d'autres sports que le patinage de vitesse courte piste particulièrement, c'est plate parce que tu fais ta course, puis là, ben tu tombes, puis c'est fini. Ben oui, c'est vrai que c'est plate, mais en même temps, la capacité de faire ces ajustements corporels-là, ben ça fait partie du sport. Puis si une personne tombe, ben oui, ça peut être à cause de d'autres personnes, là, ça c'est d'autres choses, mais si une personne tombe à cause d'elle-même, ben c'est parce qu'il y a une composante du sport qui n'était pas encore acquise. Donc ça se développe. La coordination. 2 éléments importants dans la coordination. Faire les bons mouvements et les faire à la bonne vitesse. Puis j'en ajouterais un troisième, en fait, qui serait de les faire dans le bon ordre. Et dans les petits mouvements, quand on en arrive à un moment donné à préciser la technique d'un geste, souvent c'est là-dessus que notre problème, c'est là que notre problème va résider, parce que notre patineur, il sait quoi faire. Il y a une bonne image du geste moteur qu'il va devoir faire, puis il sait quelle contraction faire, mais peut-être qu'il fait juste fléchir la hanche avant de fléchir le genou, au lieu de fléchir le genou avant de fléchir la hanche. Et ça, c'est un tout petit détail, mais c'est relié à un problème de coordination.
Et plus le jeune va être conscient et capable, plus il va être conscient que les choses peuvent se faire dans différents ordres, plus ça va être facile après de s'adapter. Organisation spatiale, qui est la capacité à se situer, se déplacer en fonction des autres, en fonction de son environnement. Quand on fait de la randonnée pédestre, on utilise énormément d'organisation spatiale juste pour passer par-dessus toutes les souches et les grosses roches qui vont se placer sur notre chemin. Dans les sports d'équipe, c'est aussi une composante super importante. Être capable de se placer sur un très très grand terrain de football, de se placer correctement pour pouvoir recevoir une passe ou pour pouvoir empêcher les joueurs de l'équipe adverse. C'est gros quand même un terrain de football, là. Ça demande une capacité à percevoir son environnement qui est très très grande. C'est la même chose en soccer ou en basketball par exemple, puis je suis sûre que vous pourriez trouver plein d'autres sports comme ça. En termes d'indicateurs de réussite, ben c'est pas mal un rappel de la définition en fait, là, mais si un jeune est capable d'adapter ses actions motrices à des contraintes environnementales, normalement ça veut dire qu'il y a une bonne organisation spatiale. Ça veut dire que pour entraîner l'organisation spatiale, ben, il faut placer le jeune dans une situation où il a beaucoup de contraintes. Parce que là, on va l'amener à apprendre à s'adapter. L'organisation temporelle, celle-là, c'est plus la capacité à s'ajuster en fonction du temps. Évidemment, dans les sports artistiques comme la danse ou... j'ai juste la danse en tête, en fait, là, mais on le voit très, très bien parce qu'il y a vraiment les notions de séquence et de rythme qui sont très importantes, mais même en patinage de vitesse, c'est très très important pour la cadence des pas, puis pour l'ensemble des poussées puis des virages aussi. Donc essentiellement, un patineur qui aurait une bonne organisation temporelle serait capable de faire les mouvements au bon moment. Donc à quel moment je vais dans le très précis, mais à quel moment je dépose mon pied, mon pied dans le virage. Je vais dans le très précis, mais je suis très vague en même temps. Mais je suis sûre que Mathieu va pouvoir vous donner plein d'exemples là-dessus. Donc ça, c'était les éléments dont je tenais à vous parler, en fait, pour définir un peu ce que c'est la psychomotricité, puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans. L'élément sur lequel je voudrais insister, avant de laisser la parole à Mathieu, c'est que ces composantes-là, comme je l'ai dit au tout début, elles vont se développer très tôt chez les jeunes, mais elles peuvent continuer de se développer pour atteindre un niveau d'efficacité très très grand pendant la carrière sportive ou d'activité physique d'un individu. Et il y a un paquet de bénéfices qu'on peut retirer de ça. Je vais laisser Mathieu vous en parler. Mathieu, est-ce que je m'excuse, j'étais en train d'oublier mon petit sondage, puis je suis en train de penser en fait que peut-être ce serait intéressant de voir si les gens ont des questions ou des réactions. Qu'est-ce que ça vous dit, ce que je viens de dire là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des réactions? Personne n'a de réaction. Vous pouvez parler, c'est plus le fun que dans le chat. Christina, utilise ton micro. Christina est tout à fait d'accord. Gaston, ça va. OK, je vais mettre à l'écran un sondage auquel j'aimerais que vous répondiez. Est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que vous pouvez me mettre un petit crochet pour me dire si vous le voyez? C'est la première fois que j'essaye ça.
Donc, quelles sont, selon vous, les 5 composantes de la psychomotricité qui sont les plus importantes en patinage de vitesse? Tout le monde devrait voter 5 fois. Quand vous aurez terminé de répondre aux questions, j'apprécierais, je vais tasser un peu je m'excuse, j'apprécierais si vous pouviez mettre, on va changer le petit bonhomme, si vous pouviez mettre un applaudir pour me signifier que vous avez complété le sondage. Denis a terminé. Pat a terminé aussi. Pierre, oui, t'as une question? Tu voulais juste rire? Ah, excuse-moi, je me suis trompé de bouton. C'est pas grave. Laissez-le votre signe applaudir, ça va me permettre de voir quand tout le monde va avoir fini. Si vous êtes comme Mathieu, vous allez dire « Hey, c'est normal que j'ai envie de tout cocher? » Où est mon petit bonhomme? Je comprends pas ce que tu veux dire, Gaston. La main, là, qui applaudit? Ouais, c'est bon, ça. Tu l'as trouvé. Ouais, Christina, on enseigne souvent organisation spatio-temporelle ensemble. Je préfère personnellement les distinguer parce que c'est deux choses qui sont souvent combinées, mais sont assez différentes en même temps. S'adapter au temps, puis s'adapter à l'environnement. Je pense que ça dépend des écoles de pensée. Tu pourrais, souvent on parle d'orientation spatio-temporelle. Ça me dérangerait pas qu'une personne en parle de cette façon-là, mais je pense qu'il faut faire la différence entre les deux. Valérie, ta main... Ah, la main disparaît tout seul. Merci. OK. Merci Valérie, j'aurais chicané tout le monde toute la soirée. OK, ben les votes bougent plus, alors je vais vous... Est-ce que vous voyez les résultats en ce moment? Super. Donc vous voyez la coordination, aucun doute. Tout le monde pense que c'est très important. Le tonus, tout le monde pense que c'est très important. L'équilibre, tout le monde pense que c'est très important. Et là, pour les autres, on est moins sûr un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui auraient envie de justifier leur choix un petit peu ou... Mathieu et moi, en fait, quand on s'est posé la question, on est arrivé pas mal aux mêmes réponses que vous. En termes, quand on pense à la coordination, quand on pense à l'équilibre puis au tonus, ça c'était des réponses qu'on avait assurément.
l'autre que je pense que vous devriez tous ajouter un vote pour celui-là, c'est l'organisation spatiale qui est extrêmement importante, particulièrement en courte piste en fait. Tout le monde est en train d'ajouter ses votes. Vous êtes obéissants. Mais c'est vraiment très important en courte piste, particulièrement pour le volet tactique. Quand je donnais l'exemple tantôt de la situation en peloton, c'est vraiment là que ça se passe en termes d'organisation spatiale, la capacité à percevoir les autres, à savoir on est où dans l'espace, je suis où dans ma course, je suis où par rapport aux autres, qu'est-ce que je peux me permettre de faire, qu'est-ce que je peux pas me permettre de faire. Et la cinquième, ben là, moi puis Mathieu, on était moins sûrs, donc je pense qu'on pourrait avoir plusieurs réponses différentes. On hésitait beaucoup entre, Mathieu, est-ce que tu te souviens entre quoi puis quoi on hésitait? Oui, mais en fait, ce qui m'étonne un peu, c'est au niveau de la sensibilité, là, qu'on a juste un vote, puis pourtant, si on regarde la sensibilité comme telle, qui est quand même si on veut sentir un peu aussi ce qui se passe dans la course, autant de capable de prévoir un mouvement que de savoir qui est devant, qui est derrière nous aussi. Je pense que ça, c'était une des composantes qu'on parlait, là, qui était assez importante aussi. Oui. Il y avait la respiration aussi. Oui. Quand on parle de respiration, justement, ça vous est sûrement déjà arrivé là, en coachant depuis le temps que vous le faites. Des fois, on voit des athlètes, là, surtout au départ, qui font pratiquement ça en apnée là, pendant un demi-tour ou quasiment. Là, que souvent, la première respiration arrive là, après la ligne bleue, même après l'apex. C'est quand même, ça paraît simple de dire, bah, tout le monde respire, mais il y en a certains qui, des fois, il faut le rappeler aussi en patinant. Ouais, dans les sprints particulièrement, ça arrive vraiment, vraiment souvent. Là. Puis ça, c'est relié souvent aussi à un manque de relaxation. Parce que les gens sont tout contractés. Oui, Christina? Oui, allô? Donc, vous m'entendez? Oui. Pour la respiration, j'aimerais aussi ajouter que oui, les jeunes, donc oui, la respiration c'est tout à fait normal, mais ils savent pas bien respirer. Donc moi, ce que j'avais remarqué, que soit qu'ils respirent trop dans l'abdos, mais dans le ventre, puis ils sont pas habitués de respirer dans le cage thoracique, surtout en position basse. Je trouve qu'il faut les enseigner ou qu'ils apprennent de respirer dans le cage thoracique, mais dans le dos, surtout en position basse. C'est quelque chose que j'avais remarqué. Que c'était très difficile, ouais. Merci, Christina. Quelqu'un d'autre a remarqué des choses qui sont difficiles pour les jeunes patineurs en lien avec ces habiletés-là? Ok, ben Mathieu, je vais fermer le sondage, puis ouais, t'as l'air à t'en occuper, je te laisse aller, puis je te laisse continuer. D'accord. Donc, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler surtout de vraiment du comment le faire, là, puis de l'importance qu'on peut aller chercher. Je vais juste partager mon écran pour permettre d'avoir les vidéos. Ceci. Donc, en théorie, on devrait voir une diapositive sur l'importance du savoir-faire physique. Est-ce que c'est bien ça? Exact. Parce qu'à partir de là, en fait, pourquoi est-ce que c'est si important de travailler le savoir-faire physique? Ben, premièrement, ça va influencer énormément sur la capacité d'apprentissage d'un athlète. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le patinage de vitesse, en fait, c'est un sport qui est vraiment axé sur la précision, sur le synchronisme de tous les mouvements qu'on va aller chercher. Puis en bout de ligne, si on regarde les composantes du savoir-faire physique, les composantes du schéma corporel, ça revient vraiment à toutes des choses qui vont toucher, qui vont influencer sur le mouvement, sur la précision, sur le synchronisme d'un mouvement. Puis au niveau de l'apprentissage, ben c'est certain, si on y va de façon très basique, un patineur qui va à l'extérieur de la glace, qui est pas capable de se tenir sur une seule jambe, ben après ça, quand on va lui demander de patiner sur un patin, de faire un transfert de poids par exemple,
ben c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile. Alors qu'un patineur, au contraire, qui va avoir justement ces bases-là de la motricité, qui va être capable de faire pas mal n'importe quoi avec son corps, ben on va être capable d'y apprendre une technique beaucoup plus rapidement. Fait que des fois, ça vaut la peine de prendre un peu plus de temps pour travailler le savoir-faire physique en bas âge, plutôt que de travailler juste vraiment d'être axé sur la technique. Ça nous mène un peu aussi à la capacité d'adaptation. Pour plusieurs, ça fait bien des années qu'on entraîne, puis vous avez sûrement déjà entendu plus qu'une façon d'expliquer la technique, même probablement qu'elle a déjà complètement changé depuis que vous avez commencé à patiner ou commencé à coacher. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué dans les dernières années. Je dirais que j'ai l'impression d'avoir refait au complet mon niveau de technique plus qu'une fois, même 2, 3 fois depuis que j'ai commencé à patiner. Puis à chaque fois, en réalité, on va demander de s'adapter à des nouvelles pensées, à des nouveaux mouvements. Puis ça, encore là, ben c'est une technique qui est en évolution. Fait que ça va permettre, au niveau du bon savoir-faire physique, ça va permettre aux jeunes ou à l'athlète de bien comprendre le mouvement, puis d'être capable de s'adapter rapidement au changement du mouvement aussi. Pardon. Puis si on y va, même au niveau national, en réalité, ils vont continuer à travailler la technique. Si le patineur a une très bonne coordination, une très bonne compréhension de ce qui se passe autour de lui et de son corps en tant que tel, mais c'est sûr que ça va être plus facile pour lui de dire après ça où est-ce qu'il veut se placer, puis de comment est-ce qu'il peut changer son mouvement ou s'adapter aux nouvelles façons de voir la technique. On sait, on regarde les dernières années, les Coréens, les Américains, il y a plusieurs pays qui commencent à se rapprocher énormément du Canada, voire même le dépasser. Puis à un moment donné, il faut qu'on s'adapte énormément aussi aux nouvelles choses qu'on voit, autant dans le monde, autant qu'au Québec. Puis ça, ensuite, il y a le côté technique, bien sûr. Si on y va aussi du côté tactique, qui, en réalité, ça c'est vraiment ma vision, mais la tactique, en bout de ligne, c'est de prendre une technique, puis de l'utiliser avec sa tête. Si je fais un exemple très simple, on est dans une course, c'est bien beau d'être capable de dire, dans un tour, probablement que le patineur devant moi va arriver à sortir du virage très large. Mais c'est une autre chose aussi d'être capable de prendre cette information-là, puis d'adapter son mouvement, d'adapter son tracé pour être capable de faire le dépassement justement qu'on veut faire. Puis ça va prendre encore là plusieurs composantes, autant sur l'équilibre, autant sur la coordination, sur l'organisation qui va être autant spatiale, parce que bon, le patineur bien sûr il est sur de la glace devant nous, mais aussi temporelle, parce qu'il va pas nécessairement, en fait, pour créer le dépassement, il va falloir qu'on aille plus vite que lui, mais sans nécessairement rentrer dans quelqu'un d'autre ou accrocher quelqu'un d'autre. Fait que c'est toutes les composantes que on réalise pas nécessairement des fois. La plupart des gens les travaillent, mais sans nécessairement comprendre vraiment toute l'importance que ça peut avoir dans le patinage de vitesse. Maintenant, si on continue, il y a le pic de croissance rapide et soudain. Ça, c'est la fameuse année ou 2-3 années chez pas mal chez tous les jeunes, où ça grandit. Ça prend souvent une couple de pouces dans la même année, dans la même saison. Les bras, ça allonge plus vite, les jambes, ça allonge plus vite. Ils viennent, au niveau des repères physiques qu'ils vont avoir sur la glace, c'est plus du tout la même chose. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils s'adaptent rapidement à la technique, puis aussi pour être capable de retrouver ses propres repères. Marie-Pierre, je pense que tu avais quelque chose à dire là-dessus. Ouais, mais je voulais vraiment te laisser finir, puis pousser peut-être sur un élément parce que puis je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard des raisons pour lesquelles il y a des entraîneurs qui hésitent à travailler sur le savoir-faire physique, mais quand on travaille le savoir-faire physique avec les jeunes, oui, on les aide à développer une meilleure capacité d'adaptation en patinage de vitesse, puis dans tous les autres sports aussi, parce qu'un jeune qui a une bonne psychomotricité va être capable d'apprendre plus vite, oui, en patinage de vitesse, mais dans n'importe quel autre sport qu'il va pouvoir les pratiquer. Mais on l'aide surtout énormément à être capable de s'adapter à son sport. Puis il paraît qu'il y a une étude qui est en train d'être réalisée sur l'impact que peut avoir le développement du savoir-faire physique sur l'adaptation d'un jeune lors de son pic de croissance rapide soudaine. Et à mon avis, on peut diminuer énormément
les grandes difficultés que les adolescents peuvent vivre à ce moment-là en travaillant très tôt sur leur savoir-faire physique. Je voulais juste insister là-dessus, je m'excuse. Bon, il n'y a pas de problème. En fait, moi, de toute façon, c'était pas mal ça que j'avais à dire sur l'adaptation. Je pense que ça complète bien. Le dernier point, en fait, sur la motivation, c'est pas tant que le savoir-faire physique va influencer énormément sur la motivation de l'athlète, mais un peu comme Marie-Pierre disait, il y a certaines personnes qui vont, en patinage de vitesse, surtout les groupes de jeunes, on a souvent pas énormément d'heures, on a beaucoup de choses à travailler, une technique qui est complexe, qui utilise aussi plusieurs composantes physiques là, au niveau du cardio, au niveau de c'est assez complexe comme sport. Fait que souvent, on a tendance à dire, ben, même si on sont en bas âge, on va faire des tours, puis avec le nombre de tours, tranquillement, on va s'améliorer en patinage de vitesse. Puis c'est plus ce point-là qui peut jouer sur la motivation d'un jeune. Si on regarde présentement les statistiques, ça dit ça prend environ une vingtaine d'années en patinage de vitesse pour réussir à arriver dans l'élite, dans l'équipe nationale, faire des Coupes du Monde et tout ça. Sur 20 ans, ils vont en faire énormément de tours. Fait que les jeunes qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est pas nécessairement le moment de travailler sur des gros volumes d'entraînement, de faire beaucoup de tours. Ce qu'on veut, c'est plus de les garder dans le sport, mais de travailler sur plusieurs façons différentes. Puis c'est là que c'est important de faire des jeux, faire des petits ateliers, de les faire bouger, essayer plein de choses. Puis c'est un peu ça, dans le fond, qui va faire qu'ils vont pas nécessairement s'ennuyer. Si on commence à juste tout le temps faire du patin, tout le temps des tours, ben souvent l'athlète, il va peut-être cette année à un moment donné de juste tourner en rond, tourner à gauche. C'est pour ça que je pense que c'est important de travailler son savoir physique, mais de façon qui est vraiment très polyvalente, qu'on va faire plusieurs sortes d'activités de plusieurs façons différentes, ce qui fait qu'au niveau de la motivation, ça va jouer chez le jeune, puis il va peut-être être plus enclin à rester dans le sport beaucoup plus longtemps. Donc, là, on est allé avec un peu pourquoi est-ce que on a l'impression que les gens travaillent pas le savoir-faire physique. À la base, il y a peut-être la méconnaissance ou l'incompréhension là, des gens par rapport à c'est quoi exactement le savoir-faire physique, mais je pense que sur ce point-là, la petite rencontre d'aujourd'hui, ça va pas mal clarifier les choses. Le deuxième point que j'ai peut-être un peu abordé déjà, mais Marie-Pierre aussi, c'est le manque de temps. Des fois, on a 2 heures, 3 heures avec les athlètes, c'est pas très long. Fait que dans le fond, moi j'ai fait un petit vidéo, puis c'est un petit vidéo en hors-glace sur plusieurs exercices, puis c'est une façon de faire en fait qui permet de travailler plusieurs composantes en un seul exercice. Fait qu'ici on voit c'est un petit circuit d'entraînement hors-glace que j'essaie d'utiliser l'espace vraiment qui est disponible nous à Gadebois. Fait qu'on les fait tourner autour des estrades. Il y a beaucoup de courses, il y a tout le temps du mouvement, fait qu'on garde une certaine composante physique, on va faire un petit peu de cardio. Puis au travers de ça, on va faire plusieurs stations. Ils vont avoir des exercices, ça peut être technique, ça peut être de la coordination, de l'équilibre, de l'agilité. Peu importe, mais ils sont toujours en mouvement. Puis de cette façon-là, on va travailler plusieurs composantes dans le même exercice. Puis chaque athlète peut y aller à son propre rythme, parce que les ateliers sont là, ils bougent pas, ils ont juste à se rendre jusqu'aux ateliers. Ça, Mathieu, tu fais ça pendant les entraînements, après les entraînements, ou c'est des séances hors glace? Ça c'est une séance hors glace. Donc, c'est un entraînement en tant que tel. Donc, on fait un petit échauffement quand même pour les préparer. Puis, on fait, moi, ce que j'avais fait, je crois, ce circuit-là comme tel, ça prend à peu près 3-4 minutes à parcourir au complet. Puis, je faisais peut-être 5 tours chaque fois, 2-3 séries comme ça. Fait qu'en même temps, c'est que c'est pas très répétitif comme mouvement. On vient tout le temps changer, on bouge. Ça leur permet de pouvoir se concentrer sur plusieurs choses. Puis, en fait, moi, c'est une façon que j'utilise très, très souvent, de faire plusieurs ateliers comme ça. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre, Marie-Pierre? Je sais pas si c'est un bon moment. Si tu voulais peut-être en parler plus tard, mais j'en vois quand même relativement souvent des parcours dans le genre. Vous voyez que là, les patineurs sont assez vieux, mais on peut en faire de toutes sortes des activités comme ça avec des très jeunes. On peut les faire sur glace, puis ça, c'est du hors-glace. Je pense que tu en as des images de sur glace tantôt. Une des choses, si vous en avez jamais fait des parcours comme ça, puis que vous avez envie d'en faire, puis si vous en faites, peut-être un élément de réflexion. Un des éléments les plus difficiles, c'est de trouver
la juste part entre le nombre d'ateliers qu'on va avoir puis le nombre d'athlètes qui vont être en train de faire le parcours. Si par exemple vous avez 20 jeunes en train de que vous voulez à qui vous voulez faire le parcours, ben si vous avez juste 5 ateliers, ça fonctionnera pas. Parce que les jeunes vont toujours être en attente, puis il n'y aura pas de mouvement, donc vous allez avoir de la déviance, puis les jeunes ne fonctionneront pas bien, ils n'aimeront pas ça faire le parcours. Donc en général, on parle d'un ratio de 3 pour 4 en fait. Là. Donc si vous avez 20 athlètes sur un parcours, ça prendrait peut-être une quinzaine d'activités, à moins d'en avoir des plus longues. Mais là, si vous en avez des plus longues, ben il faut faire attention parce que si votre station 3 est très longue, puis que vos stations 1 et 2 sont très rapides, ben là, les jeunes vont se retrouver à attendre après le patineur qui est à la station 3 parce que les autres ils ont déjà terminé la leur. Fait que ça demande quand même de planifier des parcours comme ça. Il faut pas se le cacher, là, ça demande beaucoup de travail de la part de l'entraîneur, puis ça demande surtout beaucoup de créativité. Puis moi, personnellement, à chaque fois que j'ai utilisé ces parcours-là, parce que je les ai pas utilisés en patin personnellement, mais je suis quand même un ancien entraîneur puis un éducateur physique. Puis à chaque fois que je l'ai utilisé, c'était mon plaisir à moi de trouver les activités les plus folles puis les plus drôles pour les placer dans toutes sortes de situations puis les mettre au défi dans quelque chose de nouveau puis de plaisant. Donc, c'est un gros défi, mais je pense que l'entraîneur peut prendre vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Effectivement, on peut faire n'importe quoi. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, il y a aussi, c'est sûr, on va avoir assez d'exercices pour pas qu'il y ait d'attente, mais on peut aussi, si on regarde dans la vidéo que j'avais, il y a des fois, il y a des stations qui sont un peu plus longues, comme sur le ballon, sur les câbles. Si vous avez plusieurs ballons, si vous avez plusieurs câbles, ça permet qu'il n'y a pas nécessairement d'attente, ils vont être 2 ou 3 au même exercice, puis ensuite, ça va continuer. Fait que des fois, ça peut être ça aussi pour éviter qu'il y ait trop d'attente. Mais effectivement, le but, c'est que les jeunes soient tout le temps en mouvement pour continuer à travailler vraiment sur plusieurs points différents. Donc, un autre petit exemple, mais maintenant sur la glace. J'ai 3 photos. En fait, j'ai 2 photos, une petite vidéo. Si on regarde la photo qui est dans le coin à droite, en haut, en réalité, le but, ce que vous devez regarder, au milieu, au centre, où est-ce que les athlètes sont, vous voyez, il y a des cônes. C'est en réalité leur repos, au lieu qu'ils soient arrêtés au milieu puis parler. Ben, tout simplement, on leur fait faire des petites activités au centre. Ça fait un repos actif, sans nécessairement que ça soit très difficile à faire pour les athlètes. Mais par contre, c'est qu'on va utiliser aussi, c'est un peu dans le but de maximiser le temps qu'on va avoir sur la glace. Il y a des entraînements, des fois, on a beaucoup de repos, un petit peu trop. En allant chercher des activités au centre où on peut travailler autant l'agilité, la coordination, l'équilibre, ça c'est vraiment votre choix. Là, ce qui est démontré comme tel, c'est un gros slalom sur le tracé. On peut vraiment travailler n'importe quoi. Marie-Pierre, veux-tu ajouter quelque chose? Je suis tannante, hein? 2 choses en fait. Un, est-ce que tu es capable de grossir un petit peu ta photo? Je peux essayer. Laisse-moi une petite seconde. Puis pendant que tu cherches ça, en fait, l'autre chose que je voulais que je voulais dire, c'est que en fait, ce que tu as dit là par rapport au travail dans le centre pendant les temps de repos, c'est vraiment super pertinent. Pour avoir travaillé avec quand même un certain nombre d'entraîneurs dans les clubs, les coachs, on a toujours l'impression de manquer de temps. Puis en fait, je l'ai fait, là, j'ai pris une grille, là, puis j'ai calculé à toutes les 30 secondes qu'est-ce que les patineurs sont en train de faire. Puis les jeunes, en réalité, ils passent ils passent à peu près 65% ou 70% de leur temps à attendre ou à être en situation de repos. Parce que l'autre groupe est en train de faire des tours. Mais ça, là, c'est du temps qui peut vraiment être utilisé de meilleure façon en faisant ce genre d'exercice-là. Puis il faut juste s'assurer de créer des situations qui sont pas trop dangereuses pour pas que ça se mette à glisser partout, mais c'est possible de le faire, puis ça permettrait de gagner du temps énormément.
Donc j'ai grossi un peu les photos. C'est pas nécessairement beau, mais au moins je pense qu'on voit un petit peu mieux, ça se peut-tu? Oui. Good. Ça, en réalité, bon, c'est la même photo là, que je parlais. Si on regarde ici, j'ai un deuxième exercice. Ça, c'est vraiment comme l'école de patin. Là. On regarde sur la photo, on a une espèce de labyrinthe avec un petit tunnel en avant. On a un gros tunnel sur le côté de la glace. On va aller chercher, là, il y a des cônes. Il y a des cônes aussi un petit peu partout. On va travailler avec des arcs de cercle un peu serrés. Fait que dans le fond, on va travailler un petit peu technique de patin en essayant de faire des virages très serrés. On va travailler aussi tout simplement de se lancer dans un tunnel qui va demander quand même de comprendre son environnement puis de savoir je peux-tu passer en position de base ou bien faut-tu que je sois sur le ventre, que je rentre, comment se placer. Ensuite, le petit labyrinthe, on va travailler, en fait, on peut faire plein de choses. Des fois, on peut faire les mains sur la tête, fait qu'on perd beaucoup de stabilisation au niveau des bras, obligé de contracter un peu plus les muscles du tronc. Fait que c'est vraiment d'adapter ça de plein de façons différentes, de mettre les athlètes dans des situations que c'est pas nécessairement du patin de vitesse, qu'on tourne en rond, qu'on fait des courses, mais que dans cette situation-là, ils vont faire plein de choses. Pour eux, c'est un jeu, mais pour nous, chacune des situations qu'il y a, même si ça semble être juste un jeu pour eux, mais on va quand même aller chercher des composantes du savoir-faire physique, que ce soit de l'équilibre, de la coordination, de l'organisation spatiale ou temporelle, que ça soit pratiquement la plupart des composants de la psychomotricité aussi qu'on peut améliorer de cette façon-là. Puis comme ça, ben le jeune, il reste attentif, il aime ça. C'est jamais nécessairement c'est pas toujours la même chose qu'il va faire. Fait que ça permet de garder aussi la motivation de l'athlète. Tout le monde s'amuse, tout le monde s'améliore. Puis c'est pas tout le temps redondant ou routinier. Puis dernièrement, j'avais une petite vidéo. Là, je suis un peu mélangé dans mes diapositives. Ça, c'est sur la glace, encore avec l'école de patin, où je parlais tantôt d'essayer de faire plusieurs activités dans la même chose. C'est encore un long parcours qu'on peut faire sur la glace. Je vais aller chercher pratiquement toutes les composantes encore là qu'on veut travailler autant en patin, ou tout simplement juste au niveau de la psychomotricité. Là, cette fois-là, c'est les deux coachs que j'ai filmés qui le faisaient. On commence par un petit slalom. Ici, ils font des arcs de cercle. C'est sûr que ça demande un certain niveau de la technique du patin pour être capable de tourner sur ces virages qui sont quand même assez serrés. En même temps, on ajoute la petite composante de fun avec les athlètes où ça devient aussi une course, qu'on leur demande de faire ça le plus vite possible. C'est vraiment, comme là, on utilise toute la glace. On a quand même des grandes patinoires. Il y en a certains qui commencent à avoir de plus en plus des glaces olympiques. Fait faut pas juste se limiter à utiliser le tracé de 100 mètres ou 111 mètres ou d'utiliser juste un coin de la glace pour faire des petits jeux. Des fois, ça peut valoir la peine. C'est un peu plus long à placer, mais d'aller chercher des activités qui vont travailler plusieurs choses, qui vont utiliser tout l'espace qu'on a, le plus d'accessoires aussi, que ce soit comme là, on a des balles de tennis aussi sur la glace, qui forcent l'athlète à arrêter complètement pour récupérer ou pour récupérer la balle ou pour la remettre sur le cône. C'est vraiment, c'est un petit peu des idées que je veux lancer comme ça sur des exercices ou des façons de maximiser un peu l'espace puis le temps qu'on a sur une glace. Si on continue encore avec le hors-glace, en réalité, encore là, c'est que dans toutes les activités que vous allez faire, peu importe comment vous le faites, gardez tout le temps en tête un petit peu c'est quoi le savoir-faire physique, c'est quoi qu'est-ce qu'on a besoin de travailler en patinage de vitesse. On en a parlé tantôt avec le petit sondage. Pendant qu'on fait des entraînements, j'essaie tout le temps de demander aux athlètes d'avoir un certain tonus aussi, de se placer dans une position qui va être efficace en patin, mais aussi que tout simplement ça peut être juste de se tenir droit en faisant des exercices. Si on parle de l'échelle ou des sauts, qu'on va juste simplement dire aux athlètes OK, let's go, on lève les genoux haut en courant, ben on peut leur demander aussi d'avoir le tronc droit. De cette façon-là, on vient chercher un certain tonus aussi. C'est la même chose pour pratiquement toutes les composantes là, du schéma corporel, que ça peut juste s'inclure dans les exercices. Si on veut faire des squats, ben on peut aussi, pendant qu'on fait les squats, de penser à la relaxation, à la respiration aussi, ou simplement à la sensibilité. Juste d'inclure des fois des petites choses dans ses explications, dans sa façon de travailler, ça peut avoir un effet assez impressionnant là, à court terme. Si on continue à penser à ça. Ce que j'aime bien, c'est vraiment d'utiliser tous les accessoires qu'on peut avoir. C'est sûr que ça dépend vraiment de la réalité de chaque club pour quel matériel vous avez.
Mais des fois, tout simplement de refaire un exercice que l'athlète est capable de faire assez facilement, de lui demander de le refaire en fermant les yeux. Juste ça ici, on vient complètement défaire tous ces repères. Il n'y a plus de repères visuels. Fait qu'au niveau de l'équilibre, de la coordination, c'est complètement différent. On peut jouer avec des ballons, des balles. Des fois, faire un circuit d'entraînement. Tout simplement, on lance une balle de tennis ou un ballon de basketball, peu importe, de différentes grosseurs. Puis on lance des objets à l'athlète. Il faut que ça va lui demander de rester concentré, puis en même temps d'évaluer aussi la vitesse de la balle, à quelle vitesse ça s'en vient, où est-ce que je vais l'attraper, comment je peux le faire. Donc on vient chercher vraiment toutes vraiment de faire un athlète qui va être capable de faire n'importe quoi finalement. Ça peut paraître niaiseux, mais j'ai déjà vu dans des compétitions, des fois, surtout pour les plus jeunes, ça arrive moins dans des compétitions provinciales et tout, mais c'est déjà arrivé que des ballons revolent sur la glace. Fait que pourquoi pas montrer à nos athlètes comment voir ce qui va arriver puis l'éviter par la suite. Ça, c'est un exemple qui est un petit peu drôle, mais ça peut servir quand même des fois. Dernière petite vidéo, c'est quelque chose que j'aime bien faire en échauffement, puis ça paraît pas, mais c'est quand même assez, c'est très utile, même en patin. Puis oui, c'est juste jouer au haki. Mais si on décortique un petit peu le mouvement du haki, ça prend quand même plusieurs composantes physiques là, qui sont quand même importantes, puis autant dans le patin que partout. Si on va être capable de bien jouer au haki, ça demande quand même une très bonne sensibilité, parce que dépendamment du haki, c'est sûr, si on kick trop fort, ils vont revoler. On veut chercher tout le contrôle du mouvement, d'être capable d'appréhender un mouvement, de savoir quand le haki va arriver sur nous, comment est-ce qu'on peut aller le chercher. Et en même temps, c'est tout au niveau de la respiration, de la relaxation, sensibilité. Mais encore là, on va aussi chercher de la souplesse. Faire un petit peu de jogging, un petit peu de haki après ça, mais ça devient pratiquement des étirements sur les muscles qu'on va utiliser aussi en patinant. Fait que des fois, ça peut paraître très simple, mais ça change un peu. Tout le monde, ou la plupart des gens, surtout plus les gars, les filles aiment peut-être un petit peu moins ça, mais la plupart des gens vont aimer ça, jouer au haki. Ça change un peu les idées du patin, puis ça vient quand même travailler des choses qu'on va avoir besoin. Je sais pas si Marie-Pierre a quelque chose à ajouter. Ouais, ben en fait, je peux peut-être juste compléter avec ce que je disais tantôt, tu sais, au centre régional, au CRCE, au Centre régional canadien à Montréal, c'est incroyable tout ce que les entraîneurs peuvent faire aux patineurs, particulièrement pendant la période de préparation générale. C'est sûr qu'après, ils vont être plus concentrés sur leur performance, mais pendant la période de préparation générale, les jeunes, c'est vraiment fréquent qu'ils vont jouer au soccer dehors, ils vont faire toutes sortes d'activités, ils vont faire des circuits comme ceux-là aussi, mais ils vont pratiquer d'autres sports. L'année passée, ils sont même allés faire du bateau dragon, qui était vraiment, c'était vraiment super drôle. C'est un sport qui demande à peu près qui sollicite à peu près les mêmes filières énergétiques, parce que c'est les mêmes durées de course puis de sprint, mais c'est le haut du corps qui travaille. Alors là, on a eu énormément de plaisir à voir les jeunes essayer de gérer cette douleur-là, puis comprendre comment s'adapter pour essayer d'être plus efficace puis que ça fasse moins mal. Christina dit qu'ils vont s'inscrire à un club d'aviron pour une période de 8 semaines pendant l'été. C'est super intéressant. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Souvent, il s'agit de trouver le moment. Pour les plus jeunes, ben c'est pas très compliqué parce que toutes nos séances sur la glace peuvent être entièrement basé sur le développement du savoir-faire physique. Quand on arrive à des jeunes qui sont un petit peu plus vieux, ben là, on va travailler plus la technique spécifique du patinage de vitesse, mais il reste quand même énormément de temps, comme je le proposais tantôt, dans la période de préparation générale ou dans les échauffements ou pendant les séances hors glace. Christina, 3 fois de trampoline aussi, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui font des activités avec leurs patineurs? Pas d'idée? Ben, il est déjà 8h07, donc s'il y en a parmi vous qui veulent quitter, ben gênez-vous pas, vous pouvez le faire. Nous, on vous remercie beaucoup de votre présence. On espère que ça a été stimulant pour vous. Puis on reste encore là quelques minutes
pour discuter puis répondre à vos questions s'il y en a. Merci, Christina. Pas de questions. Est-ce que ça vous a donné des idées? Ah, il y en a. OK. Il y a des gens qui sont en train d'écrire. Ils sont peut-être en train de nous écrire bye. Ou merci. Bon. Merci beaucoup.